C'était le 14 novembre 2015. Une rame d'essai du TGV circulait sur le second tronçon de la ligne à grande vitesse Est, la phase ultime de test. Mais au niveau de la commune d'Egversheim, elle déraille à son bord 53 personnes, des cheminots, des familles, des invités. Le bilan est dramatique, 11 personnes perdent la vie, 22 sont grièvement blessées. Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette édition spéciale consacrée donc à cet accident. Dans cette édition, des invités. Bonsoir, Maître Sophie Sarr. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat d'une des victimes de ce dramatique accident. Avec nous également en direct depuis son cabinet à Reims. Nous retrouvons Maître Chemla. Bonsoir, Maître Chemla. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci d'être notre invité. Puis Grégory Fraisse, bonsoir. Vous avez travaillé sur ce dossier pendant de longues journées pour la rédaction de France 3 Alsace. Un an donc. Après, une cérémonie s'est tenue cet après-midi sur les lieux du drame à Egversheim, en présence de 200 personnes, essentiellement à des familles. Marie Pouchin et Vincent Roy, reportage. Des roses blanches en hommage aux victimes et à leurs proches. Près de 200 personnes, des familles pour la plupart, viennent se recueillir dans ce jardin de mémoire sur les lieux de l'accident. À 15h05, l'heure du déraillement, ils observent un long moment de silence. Les rescapés n'ont rien oublié. C'est toujours un peu difficile de voir ces images, quoi. C'est un terrain qui est nu, mais on a toujours les expressions du train qui est là et tout ça, quoi. C'est compliqué, très compliqué. Et après, on veut surtout remercier dans un sens toutes les personnes qui sont venues à notre secours, ce fameux 14, quoi. À la demande des familles, les représentants des services de secours participent à cette cérémonie. Loin des caméras, à l'intérieur du chapiteau, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes assure les familles de son soutien. La direction de la SNCF prend la parole elle aussi, quelques instants. D'abord, c'est une journée de mémoire pour ceux qui ne sont plus là. Mais c'est aussi un moment où on a besoin de se retrouver pour se recueillir. Donc nous sommes en deuil aujourd'hui. C'est un moment où nous allons tous avoir une pensée pour ceux que nous connaissions, que nous avons approchés, et puis être proche des familles, parce que c'est dur de vivre un accident comme cela, où d'un an, rien n'est terminé. Il y a encore des séquelles morales, psychiques. Après 2 heures de cérémonie, ils repartent dans ces bus spécialement affrétés par la SNCF jusqu'en gare de Strasbourg. Avant de rentrer chez lui, le frère d'une des victimes tient à faire cette déclaration. À ce jour, la sérénité douloureuse de notre deuil ne va pas sans 2 exigences. La première est exigence de vérité. Nous le devons à la mémoire des disparus. La question de savoir pourquoi ils sont morts, pourquoi nous n'entendrons plus le rire de Fanny n'est pas indifférente. On ne laisse pas des gens se faire tuer sans se soucier de la raison de leur mort. Pour beaucoup, ce jour de recueillement est une parenthèse dans le combat qu'ils mènent depuis 1 an pour que toute la lumière soit faite sur l'accident le plus grave dans l'histoire du TGV. Alors l'émotion était forte cet après-midi pour les rescapés et les familles. Un accident qualifié par certains d'accident oublié en raison, je le rappelle, de ce contexte très particulier au lendemain des attentats survenus à Paris. Maître Sarr, est-ce que c'est un sentiment partagé par les familles aujourd'hui ? Oui, absolument. Ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que le silence fut assourdissant le 14 novembre et ensuite, à la suite de ce déraillement de train, de cet accident terrible. Ce qui a inquiété les familles, bien entendu, c'est que les réflexions, l'enquête sur l'accident et ses causes ne soient pas à la hauteur, évidemment, de ce qu'ils pouvaient attendre. Bien entendu, en raison de ce télescopage entre les attentats et puis le déraillement du train. L'enquête avance néanmoins et après 1 an, on voit déjà un certain nombre de résultats. Voilà. On va en parler des avancements de cette enquête, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez besoin aussi de se retrouver ensemble sur les lieux du drame pour la première fois finalement tous ensemble? Ah oui, évidemment. Évidemment parce que l'endroit en lui-même est très, très fortement chargé des émotions, qu'une date anniversaire qui coïncide avec une avancée d'enquête, et bien évidemment c'est l'occasion encore plus de se retrouver, de faire le point sur les choses qui sont faites ou pas faites. Ce sont des gens qui ont tellement souffert, qui souffrent tellement individuellement et collectivement que évidemment cette date anniversaire et ce recueillement ensemble, c'est essentiel pour envisager la vie après. D'accord. Alors c'est le premier déraillement d'un TGV depuis sa mise en service il y a 25 ans. L'accident le plus meurtrier de l'histoire de la grande vitesse. Retour sur ces premières heures tragiques avec les images dont certaines sont inédites et les témoignages réalisés à l'époque. Grégory Fraisse et Isabelle Asside. Une rame disloquée. Des wagons de plusieurs dizaines de tonnes chacun
éparpillés sur une surface d'1 hectare. Le béton armé de l'appui du pont, pulvérisé. Une vision à peine croyable. La campagne d'essai avait commencé le 28 septembre 2015. Le train devait tester le nouveau tronçon de la ligne à grande vitesse Est entre Baudrecourt et Strasbourg. Un TGV duplex, presque comme les autres, 2 motrices, 8 voitures, dont l'une aménagée en laboratoire, et une batterie d'instruments de mesure. Au programme, 200 marches d'essai avec des paliers de vitesse jusqu'à 352 km/h, 10% de plus que la vitesse commerciale maximum. Le 14 novembre 2015, un passionné filme le dernier jour des essais et le dernier passage dans le sens Paris-Strasbourg. L'horloge de la caméra indique 15h04. Quelques instants plus tard, dans la dernière courbe avant l'arrivée à Strasbourg, la rame va dérailler, percuter la pile du pont, basculer au-dessus du canal et finir sa course dans un pré. Le bruit du choc est assourdissant. J'ai couru vers le portillon arrière et en sortant, j'ai déjà vu un gros nuage noir. Des riverains se rendent sur place et découvrent une scène effroyable. C'était l'horreur quand tu voyais deux wagons plongés dans le canal, une motrice totalement en train de se consumer, en train de brûler. J'étais horrifié. Tu mets ça en route? Il y avait déjà 2-3 personnes, on les a aidés à sortir, dont un monsieur qui avait la jambe cassée. Ils étaient tous en état de choc. Il y en avait un qui était conducteur de train. Il me dit, mais je ne sais pas absolument pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fout là? Ils étaient tous ailleurs. Les secours arrivent sur place. D'après leurs propres termes, la scène est apocalyptique. Les rescapés sont pris en charge, les blessés évacués vers les hôpitaux. Le plan rouge et le plan blanc sont déclenchés. Le dispositif déployé est exceptionnel. On a atteint le chiffre de 200 pompiers avec 56 véhicules. Le SAMU était à peu près une soixantaine de secouristes médecins. Et les forces de l'ordre, police, gendarmerie, on peut estimer qu'ils étaient à environ une centaine de personnes. Donc je pense qu'on était pas loin de 400 sauveteurs et forces de l'ordre sur le sinistre. De nombreux officiels arrivent. Au lendemain des attentats de Paris, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, écarte rapidement la piste terroriste. Mais l'incertitude demeure quant au nombre de passagers. Ces victimes sont pour l'instant, on ne connaît pas actuellement leur nom, puisqu'il y avait un certain nombre d'invités sur ce train. Effectivement, les cheminots sont très fiers de leur métier, et donc il y avait un certain nombre d'invités, puisque nous sommes le samedi, donc il y avait aussi des familles des cheminots. À bord, il y avait en effet 53 personnes, des techniciens, mais aussi 22 personnes invitées, dont des enfants. Le bilan est lourd, 11 victimes décédées, 42 blessés, dont 22 dans un état grave. L'accident le plus meurtrier de l'histoire du TGV. La famille cheminote toute entière est en état de choc. La famille est traumatisée par un accident qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la grande vitesse. Le lendemain, alors que les opérations de relevage se poursuivent, c'est le choc et l'incompréhension, particulièrement au sein du monde des cheminots. La famille cheminot, on parle de famille cheminot et c'est vraiment le cas. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu des membres de ma famille. J'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar. J'ai envie de dire, on est choqué. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On voit les images comme tout le monde et puis on attend de savoir, on attend les explications pour comprendre en fait. Sur place, au milieu des journalistes, de nombreux particuliers viennent témoigner leur tristesse. Pour moi, c'est bien de soutenir les familles qui sont parties et déposer une rose en pensant à eux, en disant qu'on est présent. En gare de Strasbourg, le compte à rebours qui indiquait le temps restant jusqu'à l'inauguration de la ligne est arrêté. Et parmi les personnes qui étaient à l'intérieur de la rame, qui ont vécu ces moments, je vous propose d'entendre le témoignage exclusif de Patrick Roland. Il était à bord du train, invité par son frère décédé dans cet accident. Stéphane Robert et Solène Grippon l'ont rencontré. C'est très lourd à supporter. Un an après, la plaie est toujours à vif. Et le souvenir terrible de ce déraillement, encore très présent pour cette famille de rescapés. C'est du bruit, des cris, et puis après un silence total, jusqu'au moment où les secours sont arrivés.
puis de voir après cette rame complètement disloquée dans le pré, quoi. Blessés à des degrés différents, ils n'ont toujours pas repris le travail. Ils tentent chez eux, en Bourgogne, de se reconstruire, sans jamais pouvoir oublier vraiment ces quelques secondes qui ont fait basculer leur vie dans l'horreur. Il faut se serrer les coudes, comme on dit, et voilà, faut prendre sa douleur tous les jours. Faut cachet, médecin, mon épouse, toujours rééducation, voilà, c'est les psychiatres, un peu de tout, quoi. Patrick Roland, son épouse Sandrine, restés plus de 2 semaines dans le coma et leurs 2 enfants, figuraient aux côtés d'autres membres de la famille et d'amis sur la liste d'invités d'Alain Roland, le frère de Patrick, cadre de la Sistra, une filiale de la SNCF, et tué dans l'accident. L'enquête en cours a déjà démontré que le TGV allait trop vite, une vitesse excessive déjà relevée lors d'autres tests 3 jours plus tôt. On n'a pas du mépris, mais on est quand même assez révolté de savoir ce qui s'était passé le 11 novembre et ce qui s'est repassé le 14 novembre. Donc c'est juste ça qui nous énerve un peu, quoi. Depuis, les mises en examen de 3 personnes de la SNCF pour homicide involontaire n'apaisent pas le chagrin de ce couple. La famille Roland cherche à comprendre sans désigner de bouc émissaire. C'est compliqué de dire, voilà, il y a 3 ou 4 responsables de l'accident. C'est des gens qui sont cheminots comme mon frère a été. Donc c'est très dur de mettre un jugement sur ces personnes. Il y a eu une erreur de fait. Maintenant, il faut assumer. Maître Chenla, vous êtes l'avocat de cette famille, mais aussi de la FEMVAC, la Fédération des victimes d'accidents collectifs. Ce qui frappe dans ce dossier, c'est la diversité des personnes que l'on a trouvées à bord de ce train, des victimes et acteurs de cet accident, des victimes et salariés de l'entreprise, et puis d'autres qui ne sont finalement qu'invités. Oui, on a toutes sortes de profils. Et effectivement, vous avez à la fois des gens qui sont directement de la famille cheminote, comme dit M. Pépi, d'autres qui n'ont qu'un lien extrêmement lointain. Vous avez des gens qui étaient dans l'organisation des essais, vous avez d'autres qui étaient simplement là parce qu'ils avaient un rôle mineur dans le fonctionnement du train. Et tous ces gens-là se retrouvent finalement victimes de la même façon, avec des angles de vue qui sont des angles de vue qui vont se superposer, puisque finalement, il y a une seule demande aujourd'hui, c'est la vérité pour avoir la justice. Alors justement, la vérité, les enquêtes au nombre de 3 ont démarré immédiatement, celle diligentée par la SNCF en interne, une commandée par le ministère des Transports au bureau enquête et accidents, et bien sûr l'enquête judiciaire. Alors, 12 mois après, où en est-on? Que sait-on? Le point avec Marie Pouchin. L'accident était écrit. Le tout dernier rapport judiciaire que nous nous sommes procuré pointe des erreurs de calcul grossières dans la cabine. D'où les 3 premières mises en examen pour homicide et blessures involontaires il y a 1 mois. Le conducteur de la rame d'essai et un cadre, tous les 2 de la SNCF. Le 3e homme est un pilote rattaché à Sistra, une filiale du groupe. Les experts ont refait les calculs. Selon eux, le TGV aurait dû ralentir 3 km avant la courbe, non pas 2 km avant, comme l'indiquait la feuille de route. Pire, ce jour-là, l'équipe de conduite attend même 1 km de plus pour freiner. Beaucoup trop tard, le déraillement est inéluctable, comme programmé. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Cet accident a frappé directement certaines de nos compétences cœur. Ni la machine, ni l'infrastructure ne sont mises en cause. Les 3 enquêtes menées de front depuis 1 an, SNCF, BEATT et enquête judiciaire, arrivent toutes aux mêmes conclusions. Vitesse excessive de 165 km/h au lieu des 176 prévus, dû à un freinage tardif. 3 jours avant l'accident, un autre essai avait déjà failli tourner au drame. Les conversations enregistrées en cabine sont édifiantes. Il y a 27 km/h à perdre, là, on les perdra pas en 700 mètres. Faut qu'on freine avant. Un peu après 397, on freine, terminé, on va pas jouer au con. Maintiens le freinage, refreine, freine. Faut être à 230. Ah merde, oh la vache, il faut maintenir beaucoup plus fort. Ah, il est pas facile celui-là. Freine d'abord, t'occupe pas. Pas évident, hein. Ça va, remarque, le 160 il était bon.
Mais le 230, il est chiant à faire. On sera meilleur samedi, on a bien repéré le terrain. Si l'instruction confirme l'erreur humaine aujourd'hui, beaucoup de questions restent en suspens, notamment sur la procédure d'essai sans vrai garde-fou, les systèmes de sécurité automatique étant débranchés pour permettre les tests de survitesse. Le problème, c'est qu'on demande un petit peu à ces agents de jouer aux équilibristes et le filet a des mailles un peu trop larges. Et ce qui s'est passé dans le cadre de cet essai, c'est qu'ils sont passés à travers les mailles d'un filet et ça a causé un accident. En comparant avec les procédures d'essai dans l'aviation civile et la RATP, un autre rapport fait apparaître en filigrane les failles dans l'organisation même des essais du TGV. Cet avocat des parties civiles dénonce, je cite, « une culture de l'arrogance technologique » et pose clairement la question de la responsabilité de la SNCF et de sa filiale Systra. On sait un bout de la vérité, mais on ne sait pas la totalité de la vérité. Et je pense qu'attendent aujourd'hui les parties civiles, les personnes qui ont perdu un proche, c'est qu'on aille jusqu'au bout des investigations et qu'on pose bien la question de la responsabilité des personnes morales. La SNCF et Systra devront répondre aussi à une autre question. Pourquoi une cinquantaine de personnes se trouvaient à bord d'une rame de test, dont des enfants? C'est près du double du nombre autorisé à bord. Incompréhensible pour les familles des victimes. Fanny Marie avait 25 ans, elle était biologiste, une invitée d'invités. Elle n'avait pas du tout conscience, pour elle c'était un voyage inaugural et voilà, qui était en fait un test, et c'est une question de bon sens pour moi. Une ligne qui n'est pas homologuée, elle ne doit pas accueillir des invités. On a fait prendre des risques à des employés, mais également à des personnes dont on pouvait tout à fait se passer de leur faire prendre des risques. Pour l'instant, ni la SNCF ni Systra ne sont mis en examen ou placés comme témoins assistés. L'instruction est loin d'être terminée. Le juge recevra les familles le 19 janvier prochain à Paris. Alors vous l'avez entendu, pour l'instant, donc, la SNCF n'est ni partie civile, ni mise en examen, ce qui veut dire qu'elle n'a donc pas accès au dossier. Mais ce matin, son directeur sécurité nous a affirmé que l'entreprise était prête à assumer ses responsabilités. Écoutez-le. La SNCF contribuera à fond dans la recherche de cette vérité. Elle donnera tous les documents qui lui seront demandés. Elle sera très impliquée dans la recherche de cette vérité. Et elle fait toute confiance dans le fait que cette vérité sortira. Et si la SNCF devait assumer ses responsabilités parce qu'elles étaient avérées, elle prendrait toutes ses responsabilités. Maître Chemla, il nous a été difficile d'obtenir des informations de la part de la SNCF. Finalement, cela dès le début, on peut finalement le comprendre. C'est un dossier brûlant avec des enjeux importants, voire même colossaux, d'après vous? C'est déjà un dossier très engageant. Il faut bien comprendre que les premières victimes sont des membres de la SNCF ou des filiales, des cadres de haut niveau spécialisés dans les essais, que les victimes suivantes sont leurs familles et leurs amis, et donc on a quelque chose qui touche le cœur de l'entreprise. Et puis, c'est le TGV. Le TGV, c'est quand même le fleuron de l'industrie ferroviaire française. C'est la marque de noblesse de la SNCF. Et il est effectivement dramatique qu'un accident puisse frapper le TGV. On n'est pas à Brétigny avec des vieux trains sur des voies complètement hors d'usage. Brétigny-sur-Orge, c'était 2 ans auparavant avec 7 morts en gare. Qu'attend, selon vous, la SNCF de rapidement tourner la page? Alors voilà, moi je pense que la SNCF aimerait bien que ça aille plus vite parce qu'elle est prête à assumer sa responsabilité, mais il est manifestement compliqué pour elle de traîner le boulet de ce dossier dont on ne parle pas autant qu'on devrait parler. Grâce ou à cause des attentats du 13 novembre, mais dont on parle quand même et qui ternit son image. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que pour l'instant, la SNCF semble avoir une position qui est une position proactive. Elle a réalisé elle-même des expertises qu'elle a communiquées aux victimes. Elle a, au travers de ces expertises, reconnu que ces protocoles d'essai n'avaient pas la rigueur scientifique souhaitable. Et donc, elle est dans une démarche au moins de ce que je vois, dans une démarche qui semble être une démarche de vérité. Maintenant, il faut que les juges avancent et qu'on soit clair. Les victimes aussi veulent que ça aille plus vite,
que ça avance et qu'on ait toute la vérité. Justement, Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il reste des zones d'ombre à l'issue de l'information. Justement, Maître Chemla, à propos des zones d'ombre, Grégory Fraisse, on l'a vu, il y a peut-être des raisons qui peuvent expliquer cet accident, et notamment l'organisation des essais. Avec ce document dont on a parlé tout à l'heure, cette vidéo tournée lors d'un autre essai 3 jours avant le drame, essai dans lequel, on l'a vu, les conducteurs ont eu de grosses frayeurs. Oui, j'ai pu voir, David, cette vidéo. Elle date donc du 11 novembre 2015. Elle fait une vingtaine de minutes. Elle a été tournée par un agent qui, ce jour-là, est en cabine avant, avec sa caméra. Et vous allez le voir sur ces captures d'écran. On y voit, d'une part, la vitesse à laquelle roule le train, plus de 350 km/h, des pointes à 357, 358 km/h. Dans la cabine, 6 personnes, alors qu'un panneau indique 4 personnes maximum. Et puis, cette équipe qui parle des vitesses, des points kilométriques, des freinages, notamment dans cette fameuse courbe d'Egversheim, à quelques dizaines de kilomètres seulement de ce point sensible. On s'interroge encore sur les points précis où il faudra freiner, sur la possibilité même de pouvoir respecter les vitesses. On a l'impression que les choses se font au jugé, parfois avec improvisation et apparemment sans conscience d'un réel danger, alors que, je le répète, David, cette machine est lancée à plus de 350 km/h. Maître Sophie Sarr, les parties civiles sont convoquées le 19 janvier prochain au parquet de Paris par les 2 juges d'instruction. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rendez-vous? Parce qu'on sait presque désormais ce qui s'est passé le jour de l'accident. Alors, ce que l'on peut attendre de ce rendez-vous, c'est d'abord de la pédagogie. Les juges d'instruction vont expliquer ce qui va se passer sur le reste de l'instruction, vont donner un calendrier, vont rassurer les parties civiles sur les avancées, vont répondre éventuellement aux questions. Il en reste, puisque, comme mon confrère l'a indiqué tout à l'heure, il y aura d'autres suites à l'enquête et peut-être d'autres mises en examen de personnes morales ou de personnes physiques. Voilà à quoi sert ce rendez-vous, qui est un rendez-vous qui dit aussi aux victimes que l'institution judiciaire pense à eux au-delà du dossier, de manière humaine. Et je pense que pour eux, c'est un élément important que de pouvoir participer à l'enquête via la procédure, mais aussi d'être entendu, écouté, de pouvoir avoir un contact et un échange avec les magistrats en charge de l'enquête de ce dossier. Il y a eu des approximations, selon vous, à tous les étages, à tous les niveaux? Ah ben c'est évident. Les premiers résultats que l'on a pour l'instant nous permettent de conclure que les essais ont été mal conçus, mal exécutés, pas encadrés, pas réfléchi, et qu'il n'y avait pas de coordination entre, je dirais, la tête et les jambes, hein, ceux qui concevaient les essais, qui maîtrisaient les calculs, et puis ceux qui conduisaient le train, qui vivaient le trajet, mais qui n'avaient pas nécessairement les compétences, et c'est normal, pour évaluer les distances de freinage, etc. On en saura plus bientôt, mais on en sait déjà assez pour savoir qu'il y a un enchevêtrement de responsabilités, et bien entendu que la SNCF se posera des questions sur le fleuron de son industrie, puisque précisément, on se rend compte que les essais ne répondent pas à un process qui permettrait d'évacuer un risque d'accident. Et c'est la raison pourquoi on ne peut pas comprendre dans ce dossier pourquoi des invités se trouvaient à bord du train, parce qu'on ne peut inviter des gens que si c'est une fête, on ne peut les inviter que si c'est un trajet sans risque. Alors justement, Grégory Fraisse, est-ce que la SNCF a tiré des enseignements de ce drame? Oui, David, les essais ne se font plus aujourd'hui comme ils se faisaient avant, et notamment, donc la SNCF applique à la lettre les recommandations des différents rapports, et notamment par rapport à la présence des invités. Le directeur sécurité nous a dit ce matin qu'il n'y aurait plus d'invités lors des essais, y compris à vitesse normale. Interview d'ailleurs qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et puis un dernier mot, David, pour vous dire rapidement que cette voie qui a été impactée par l'accident, donc a été réparée, elle sera rouverte à la circulation le 11 décembre prochain. Les trains qui font le trajet Strasbourg-Paris rallieront la capitale en 1h46, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. Voilà, ce sera 10 minutes à peu près de gagner. Merci Maître Sarr d'avoir été notre invité ce soir. Merci Maître Chemla d'avoir été également en direct avec nous depuis votre cabinet. Puis un jardin du souvenir en hommage aux victimes a été présenté ce lundi aux familles aux rescapés. Regardez, 11 aiguilles de grès, des arbres pour les 11 personnes décédées, personnalisés en fonction des choix des familles, ont été érigés. Je vous propose de nous quitter sur les images, sur cette plaque également de recueillement de mémoire qui a été installée. Bonne soirée à vous et à demain, 19h.